Et on commence l'émission sur les chapeaux de roue avec notre amie Sophia Djama qui nous fait le grand plaisir et l'amitié d'être présente dans l'émission. Ça nous fait triplement plaisir, d'abord parce que c'est une amie, on va pas se cacher. Deuxièmement, parce qu'on avait eu ses réactions à chaud par téléphone lorsqu'elle avait remporté son premier prix pour ce film. Et surtout parce qu'on a eu la chance d'en suivre les pérégrinations. Sophia, bonsoir. Bonsoir. Ça va ? Ça va, super. Merci beaucoup d'être venue, à bientôt. À bientôt. L'interview la plus courte de l'histoire de la radio. Alors Sophia, on va évidemment parler de ton film, hein. C'est quand même 3 ans de gestation, 3 ans de travail, on va revenir sur sa construction, sur sa genèse. Mais avant, on va rebondir sur certaines réactions que ce film a suscitées. Alors évidemment, c'est un film qui donne à réfléchir, c'est un film qui donne ta vision, et un cinéaste a tout à fait le droit d'être subjectif et de montrer ce qu'il veut. Et apparemment, certaines personnes ont du mal à concevoir ça. Oui, c'est des personnes qui ont une absence totale d'imagination, peut-être. Non, ces personnes-là sont des personnes qui attendent d'un réalisateur qu'on fasse le film qu'il a dans sa tête. Et puis voilà, et je suis pas là pour faire le film qu'il a dans sa tête. Sinon, il prend une caméra et fait ce film-là. Ayant assisté à la projection avant-hier, il y avait justement une adolescente dans la salle qui te disait clairement, cette scène n'existe pas dans la société algérienne. Et je suis sûr que tu as eu un tas de remarques de ce calibre. J'ai eu un tas de remarques de ce calibre, mais j'ai aussi eu beaucoup de déclarations d'amour par rapport à ce film. Je t'aime, Sophia. Merci, moi aussi, moi non plus. Son mari est juste à côté, donc je me permets. Oui, mon homme est très tolérant. Et il t'aime aussi. On s'aime beaucoup tous. On a eu beaucoup de déclarations d'amour aussi sur ce film-là. Parfois même des personnes qui disaient qu'elles s'identifiaient pas forcément dans les personnages, mais qu'elles reconnaissaient leur Algérie. Il y en a qui l'ont vu comme un film simplement, voilà, avec parfois des moments d'ennui parce que ça peut ennuyer un film, parfois avec beaucoup de tendresse. Il y a eu des rires dans la salle et en tout cas on a eu un public attentif, différent. On a eu un public de jeunes qui n'avaient jamais mis les pieds dans une salle de cinéma. Il y a eu des papas qui sont venus avec leurs enfants. Il y a un papa qui est venu avec sa fille. Il nous expliquait lors du débat à Alger qu'il était heureux de revenir à la cinémathèque. Ça faisait des années qu'il avait plus mis les pieds. Et ton film lui a donné l'occasion. Et mon film avait donné l'occasion, mais surtout le film lui avait donné l'occasion de venir avec sa fille. Et tout ça pour dire que regarder un film, au-delà de mon film, regarder un film dans une salle, c'est un partage collectif, c'est ce qui permet un débat, ce qui permet de participer à... Puis ensuite, ça implique aussi... On a tendance, quand on parle de cinéma, de réouverture, de la nécessité de réouverture des salles, c'est aussi créer une dynamique, c'est donner de la joie dans une ville, c'est créer une économie. Moi, j'ai tenu à ce que les projections soient à 18h30 à Alger, et à Oran et à Bjaïa. Je sais que par extension, pour l'anecdote, tu as forcé entre guillemets le Milk Bar à fermer plus tard. Oui, parce que à un moment donné, la première projection était à 15h30 et puis le débat a duré 1h30. Donc on commençait à manger sur la deuxième séance. Donc j'ai dû inviter le public à déplacer le débat au Milk Bar. Donc du coup, on est allé au Milk Bar. Et c'était chouette en fait de se retrouver dans ce lieu-là qui reprenait sa fonction naturelle, parce que le Milk Bar c'est sa proximité de lieu culturel, en l'occurrence le musée et la cinémathèque. Donc le cinéma permet de se réapproprier aussi les autres espaces publics. L'espace collectif nous appartient et à nous de le réintégrer. Et pour en revenir aux réactions du public, en fait, ce qui était chouette, c'est que ça permettait de refaire la rencontre entre un public qui a connu la cinémathèque à une époque et un public qui ne l'a pas connu, des jeunes. Et donc, en fait, mon film parle de conflit de génération, en fait. Et donc, du coup, ça permettait justement, cet espace-là a permis la reconnexion avec 2 générations, voire 3, parce que j'ai vu des personnes très âgées aussi venir à la projection. Ils sont décédés pendant la projection. Voilà, on a dû les évacuer. Non, mais tout ça pour dire que voilà, ça a permis de faire du lien. Et ça a discuté, parfois le public répondait entre eux. Et ça, c'est plutôt heureux comme événement. Et pour la question d'identification... Qui revient souvent, c'est un leitmotiv. Oui, parce que 4-5 films par an. Donc on est attendu comme le Messie. À chaque fois qu'un Algérien ou une Algérienne sort un film, on se retrouve, mais c'est pas cette Algérie. Moi, je leur disais, oui,
peut-être que vous identifiez pas, et c'est pas grave. Peut-être que d'autres s'identifient, mais moi, je voulais essayer de comprendre quel était le cheminement de leur identification. C'était vraiment s'identifier en tant que personne. Et moi, j'insiste sur le fait que on doit quand on regarde un film, c'est l'émotion qui est le fil conducteur. C'est pas est-ce que je m'identifie dans tel ou tel personnage. Est-ce que il y a un concept en bande dessinée qui s'appelle the suspension of disbelief. C'est là où on accepte tout ce qu'on reçoit à travers les cases justement. C'est pour ça que c'est de la narration séquentielle. Et donc du coup, t'as envie. Je citais l'exemple d'un film que de Dallas. Pas que de Dallas, mais surtout un film que les Algériens adore, Le Parrain de Francis Ford Coppola. Est-ce qu'on s'identifie forcément au personnage de Marlon Brando, le parrain? Est-ce que Marlon Brando lui-même a été parrain de la mafia pour pouvoir jouer? Est-ce que moi je me suis identifiée en tant que marraine de la mafia? Non, on s'est identifié dans les émotions que Marlon Brando pouvait avoir par rapport aux autres personnages. Il y a les émotions, il n'y a rien de plus universel au-delà de l'action en fait. Il faut sortir de l'action, il faut revenir à l'émotion en fait. Voilà ce qu'offre le cinéma. Parfois, d'où certains films où on peut avoir de l'empathie pour des personnages dits négatifs. Tout à fait. Et on peut avoir de l'empathie. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, il y a quelque chose dans la construction du personnage qui nous permet cette empathie-là. Qui nous remue intérieurement, c'est Madeleine de Proust. On le comprend, même si son histoire est loin de nous, on le comprend. Je pense à Star Wars, on peut comprendre quand Chewbacca meurt que ça fait de la... Chewbacca n'est pas mort. Non, c'est Han Solo. Voilà, ma connaissance, ma mémoire de Star Wars. Sacrilège! Non, mais tout ça pour dire qu'à un moment donné, il y a à un moment donné R2D2 qui se casse. Moi j'ai eu mal. Non, c'est C3PO qui se casse. Oh bah voilà. Raté deuxième fois, mais c'est bien de tenter, Sophia Djama. Je vais en faire une troisième, peut-être que ce sera la bonne. Et donc voilà, c'est ça qu'il faut, c'est le parcours émotionnel. Et cette jeune femme voulait que je donne une image positive à un moment donné d'un personnage qui s'appelle Feliel, en la faisant sortir de la fac, en la voyant en train de réviser. Mais je vais aller encore plus loin, c'est-à-dire que on voit qu'elle est étudiante. Ça se suffit à lui, puisqu'elle reçoit un appel, elle a dit aujourd'hui, ne pars pas à la fac, on va pas à la fac parce que ça va être chaud, il y a des manifs qui se préparent. Donc la formation du statut de Feliel d'étudiante, là. Maintenant, pour appuyer le trait, exagérer le trait, ça c'est l'exercice de la télévision, souvent dans les séries, en plus de très mauvaises séries, de très mauvais téléfilms. Et c'est très étrange parce que dans le même temps, les Algériens n'en pouvaient plus des téléfilms de la télévision algérienne parce qu'il y avait quelque chose d'assez... ils étaient mal fichus, ces téléfilms. Pourquoi il fut un temps dans les années 80, je sais pas si tu te souviens de Assab Ouattar par exemple, c'était de la satire sociale et on se permettait beaucoup de choses avec un humour typiquement algérien. C'était pas l'espèce de téléfilm édulcoré qu'on nous propose actuellement. Ou insipide. Et aujourd'hui, il y a même des téléfilms ou des films algériens qui ont été produits dans les années 70, 80, que les Algériens, la nouvelle génération verrait et dirait, on s'identifie pas, ça donne une image négative de l'Algérie. Pourquoi? À une certaine époque, on a accepté ces images, ça faisait même partie du paysage du cinéma populaire algérien, et aujourd'hui, subitement, ces films-là, ils n'ont plus... Moi, je pense souvent à un film de Barty, Taxi clandestin. Quand on voit Wardiya, cette scène extraordinaire, quand elle arrive dans le saloon... Dans le saloon. Et qu'en fait, il y a un des personnages qui vient, ils arrivent à fuir de ce cauchemar, et ils viennent chercher Wardiya, qui était tout le temps rattaché à son fils, qui pouvait pas se séparer de son fils, et là, elle est séparée de son fils, elle est dans un salon en robe de soirée, et là on lui demande, dit vas-y, on parle là maintenant, et donc du coup il dit mais ton fils, vous l'avez dit avec comment elle disait, Marfou, je sais plus quoi, Colo. Et en fait cette séquence-là d'anthologie, dans ce film, où on voit une Wardiya en robe de soirée dans un saloon. On sait ce que c'est qu'un saloon dans l'imaginaire du western, dans le western américain. Un saloon, c'est un lieu de... Oui, c'est un lieu. C'est un lieu.
Donc voilà, donc on sait ce qu'incarne, quel type de personnage incarne Waltia. Pas que, même quelques films de l'inspecteur Tahar, pour l'anecdote, Ammar Gatletou, qui est un des films les plus subversifs qu'on ait fait, justement, en Algérie, et pourtant, ça a changé. Eh ben, aujourd'hui, il y a quelque chose qui s'est fracturé dans l'imaginaire. En fait, faut poser la question de l'imaginaire aujourd'hui en Algérie. C'est toute une éducation à l'image qu'on doit refaire. Et avec un minimum de sérénité. Et puis, c'est le fait qu'on ait voulu pendant des années uniformiser une société, or que la société ne peut pas être uniforme, c'est impossible. Si elle est uniforme, elle va exploser à un moment donné. C'est pas un monolithe, il n'y a pas un morphotype du citoyen algérien. Qu'est-ce que le citoyen normal algérien présentez-le-moi. Moi, je veux dire, c'est quoi le parfait citoyen algérien représentatif de toute l'Algérie? Saïd Aïtatrit, il s'appelle. Oui, lui, c'est l'Algérien parfait. Juste. Non, je veux dire par là que je citais l'exemple tout bête d'un. Est-ce que moi, qui suis urbaine, Sophia Jama, qui ai grandi, vécu que dans l'urbanité, qui ai vécu dans une ville, je suis née à Oran, j'ai grandi à Bjaïa et j'ai vécu à Alger, et je vis encore à Alger. Donc ma vie, mon rapport au monde est urbain. Mes problématiques, mes angoisses, mes espoirs sont urbains. C'est normal, c'est légitime. Est-ce que je vais m'identifier dans un film qu'on va tourner au fin fond de Illizi? On te sort toujours Illizi comme par hasard. C'est quand même, voilà, ou Taman Rasset, tiens, on va changer de... Ou l'intérieur du pays, Poussaada, ou est-ce que je vais m'identifier dans ces personnages? Non, sur le principe, mais oui sur l'émotion. Si le film est bon, je vais pas accuser le réalisateur de ne pas avoir présenté ma vision urbaine dans un univers qui est celui du Sahara, du désert ou de l'intérieur du pays, quoi. C'est pas les mêmes enjeux, déjà topographiques, climatiques, géographiques, et donc ça implique plein de choses. Ils ont un paysage qui fait que leurs angoisses, leurs perspectives, leurs espoirs sont peut-être différents des nôtres, tout simplement par rapport à leur réalité spatiale, leur espace. Et je suis sûre que si d'aventure je vais, mais je veux dire, j'ai déjà vu, il y a un film de Yassine Tariq Teguia où à un moment donné l'espace est complètement déconstruit, on est de l'urbain et on passe d'un seul coup dans l'intérieur du pays, et puis ensuite c'est un film que j'ai adoré, quoi. Je pense à Inland. Du coup, tout ça, c'est dire aux gens, vous n'êtes pas obligés de retrouver votre quotidienneté dans un film. Surtout que moi, personnellement, j'ai retrouvé mon quotidien dans ton film. Donc voilà, ça parle à toutes les strates de la société. Et ce serait une paresse extraordinaire de vouloir, encore une fois, se contenter de son quotidien à l'écran. Quand on va au cinéma, on a envie de rêver, on a envie de voyager, on a envie d'être dérangé, on a envie d'avoir peur, on a envie de... C'est ça, la magie du cinéma. Oui, il y a de la même manière, pourquoi on arrive à voir des blockbusters américains qui souvent sont des films d'action assez violentes, qui représentent, si on reste dans la logique de la représentation... Allez, tente un autre Star Wars, vas-y. Non, pas un Star Wars, je veux dire par là des films, finalement, si on les regarde à la vision de ces gens-là qui te disent, ça donne une image négative de l'Algérie, on peut dire que les films américains, est-ce que vous pensez que les Américains se plaignent du fait que ça donne une image négative de leur pays? Non, parce qu'il y a tellement de films, il y a tellement de représentations, il y a tellement d'histoires qu'on a envie de raconter, tout simplement. Il faut voir le cinéma comme une narration, comme une histoire qu'on raconte. Par rapport au Bienheureux, par rapport à mon film, moi j'ai raconté une couche sociale que je connais. Par ailleurs, oui, il y a des gens qui se sont identifiés dans ce film parce que c'est une couche sociale dans laquelle ils appartiennent. Et on va en parler en deuxième partie d'émission. Et vous écoutez toujours Shazam sur Radio Adjacent 3 en compagnie de la réalisatrice Sophia Jama, la maman des Bienheureux. 3 ans plus tard, maintenant, le film est intégré au circuit des cinémathèques. Tu l'accompagnes. Pourquoi d'abord cette décision? Parce que généralement, comme tu l'as dit dans une autre interview, le réalisateur fait son film et le jette en pâture au public. Toi, tu as décidé de continuer à le prendre par la main. Moi, j'ai décidé de l'accompagner en Algérie parce que pour moi, c'était d'abord une occasion important de rencontrer le public de la cinémathèque, en tout cas le public, de le rencontrer, de renouer avec un espace. Et puis je sais que quand le réalisateur donne un rendez-vous,
on a davantage de public. Donc, je voulais l'identifier. Je voulais j'avais cette curiosité de voir les réactions qu'on pouvait avoir à propos de ce film. Et résultat? Je suis très heureuse de pouvoir répondre à un journaliste qui s'est contenté de regarder le film sur un lien Vimeo. Dans un bureau fermé à clé, je cite. Concentré. C'était une attaque. J'avais l'impression d'être dans un procès, le procès des sorcières de Salem, quoi. Et que j'allais être emmenée au bûcher. Et j'avais envie de lui dire, au-delà du fait que regarder un film sur un écran d'ordinateur, c'est pas la même sensation qu'on aurait dans une salle de cinéma. C'est un partage collectif. C'est un moment où on fait quelque chose de façon individuelle, dans un espace collectif, qui nous permet ensuite de sortir et d'en débattre éventuellement. J'ai fait 3 villes et je vais continuer ma tournée à Sidi Bel Abbès. C'est eux-mêmes qui me l'ont réclamé, à Sidi Bel Abbès, à Mascara, ils l'ont réclamé. Donc du coup, le public dont ils parlent, il ne le connaît pas. Et c'est de l'infantilisation, c'est très grave l'infantilisation. Il faut le protéger de ceci, de cela. C'est insultant. Moi, je serais à la place du public. Moi, je me suis sentie insultée en tant que public, en tant que citoyenne. Moi, j'étais vraiment surprise de la part de ce journaliste par rapport à cette question c'était pas une question, c'était une attitude. Il a eu une certitude sur la réaction du public. Et donc oui, mais pourtant le public a été très bienveillant. On a eu vraiment de super retours. On a eu des gens qui venaient vers nous qui disaient on a pleuré. J'étais émue et je leur posais la question, est-ce que vous avez ri aussi? Oui, on a ri parce qu'il y a des moments où on rit dans ce film. Mais ils ont pleuré, pourquoi? Parce qu'en fait, c'est un film sur la situation post-traumatique. Après tout, on a vécu plus de 10 ans de violence et ce film-là racontait ça, en fait. Racontait pas les années de violence, mais l'impact que ça a eu sur eux, sur nous. Et donc, du coup, j'étais très étonnée qu'on focalise le débat à cette émission sur des détails du film. Des détails qui construisent des personnages et non pas la narration et le métadiscours. Enfin, c'est même pas un métadiscours. Ce qui faisait le propos du film, c'est-à-dire comment on vit avec ce qui nous a traversé pendant plus de 10 ans. C'est de ça dont on parle. Et c'est pourquoi, en fait, dans les salles algériennes, les réactions du public étaient « c'est vrai, on a vécu ça ». Ce film les a représentés. C'est pour ça qu'il y avait des personnes qui ont pleuré et qui me disaient on a vécu ça, ça a été dur. Il y a des personnes qui ont dit on n'avait pas les mots et ce film-là nous a permis de trouver les mots. Et donc c'est une parole qui se libère. Sans pathos, d'ailleurs personnellement c'est ce que j'ai apprécié dans le film, c'est-à-dire que ça débarque pas avec ces gros sabots pour nous dire voilà il y a eu 10 ans de guerre. Tout est dans le demi-mot, tout est dans la référence. Un article de journal ici. Un pot de fleurs déposé dans un cimetière, des silences. Il y a des silences qui sont super beaux, notamment grâce à notre ami Afer qui joue superbement bien. Voilà, tout dans l'intériorité. Moi, personnellement, c'est ce que j'ai adoré dans ce film. Et puis la quotidienneté. Ce couple-là vit une quotidienneté dans laquelle on peut tous s'identifier. Et ça, même à l'international, on s'identifie beaucoup à ce couple qui a 20 ans de vie commune, qui est un couple de militants. Je disais en France, c'est quand on me posait la question qui est Amel et Samir, je disais, passez nos 88 arts, vous avez eu vos 68 arts, nous on a nos 88 arts. Alors Sami Bouadjila et Nadia Rassi. Et donc du coup, je disais voilà, c'est un couple qui a milité. Donc du coup, c'est un couple qui avait des grands espoirs, qui avait une vision idéologique, mais qui avait un projet en fait. Alors lui est médecin, elle est prof à l'université, il fait des avortements clandestins. Elle essaie d'inculquer quelques notions de savoir à ses élèves qui sont pas toujours réceptifs. Et surtout, ils ont choisi de rester pendant les années 90. Et ils ont lutté et ils y ont cru. S'ils sont restés, c'est parce qu'ils y croyaient et qu'à un moment donné, ça s'écroule un peu, quoi. Il y a de la désillusion. Oui, je montre aussi cette désillusion, mais je montre aussi l'espoir, en fait, parce qu'à un moment donné, ce couple se débat avec ce qui s'est passé et essaye d'avancer tant bien que mal. Donc, le mouvement en soi est un événement heureux. Et puis aussi, c'est 20 ans de vie commune aussi. C'est ça. La quotidienneté de ce couple, c'est les 20 ans de vie commune. Cette scène dans la cuisine, c'est ça en fait. Un café, non un thé.
comment s'est passée ta journée. Non, mais au-delà de ça, je voulais montrer de la douceur, malgré tout. Et malgré, il y a un côté chaotique à un moment donné. Le personnage central du film, par ailleurs, c'est Alger. Oui, les acteurs sont formidables, c'est un film choral, mais le personnage central qui lie les uns et les autres à un destin commun, c'est la ville. Et c'est une ville pour laquelle j'ai une très 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 grande tendresse. Que tu as très bien filmé en plus. Et que j'ai filmé véritablement avec amour, avec sévérité parfois, mais avec amour. Et parce que ce que je disais à un journaliste qui n'entendait pas, l'être humain est pétri de contradictions. On est dans des sentiments souvent contradictoires et c'est ce qui fait notre beauté en fait. Ce couple s'aime mais est capable de se séparer par amour. Voilà, et ils ne croient plus. Ils ont l'air désillusionnés dans leur discours, mais en même temps ils continuent à lutter à leur manière. En fait, c'est aussi un film sur le choix, la notion du choix, du droit de choisir. Et en même temps, je condamne pas les gens. Il n'y a pas eu dans les années 90, parce qu'il y a un espace, il y a un moment où il y a un débat entre deux jeunes femmes qui arrivent. Salima Abada et Hadja Ben Mansour et Salima incarnent deux femmes qui ont la quarantaine, qui donc ont quitté l'Algérie pendant les années 90 et qui reviennent de temps en temps. Et on les accuse de ne plus avoir droit au chapitre. De trahison, presque. De trahison, parce qu'elles ont quitté pendant la guerre civile. La légitimité, la question de la légitimité leur est carrément enlevée. C'est-à-dire qu'on les culpabilise. Et en fait, c'est une manière de dire, on n'a pas eu le choix. Il y a ceux qui sont partis. Nous, notre famille, on est restés. Mais moi-même, j'ai eu ce discours-là. Je considérais que ceux qui sont partis n'avaient plus le droit au chapitre. Et en fait, c'est comme si on les accusait d'avoir fait le mauvais choix. Or, quand les gens ont fait les choix qu'ils pouvaient à l'époque. Et ça a été souvent des choix très, très douloureux, par ailleurs. J'aimerais que tu me parles de Alalou. Puisqu'on est évidemment sur la chaîne 3. Ouais. Alalou est un acteur extraordinaire. Franchement, j'avais envie d'avoir Alalou sur ce personnage qui est très loin de lui, parce que Alalou est quelqu'un de très drôle. Le tenir 2 minutes sérieux, Alalou dans le sérieux, c'est complexe. Hein. À un moment donné, sur la direction d'acteur, Alalou, je lui disais, je sais pas, pense à quelque chose de très triste. Je sais pas, t'as perdu un chien, un chat quand t'étais jeune. Pense à ça. T'aimais ça, prendre l'exo. Et en fait, quand il s'est plongé dans le personnage, il me dit, il est dur ce personnage, il a une tristesse incroyable, c'est un homme qui s'écroule, quoi. Je lui dis, oui, c'est un homme qui s'écroule. Et qui... Même dans la gestuelle, on le voit dans certaines positions, lorsqu'il est en train de dormir, on voit que tout le poids du monde, en fait, est sur ses épaules. Lorsqu'il discute avec sa fille, encore une fois, c'est par monosyllabe, il a superbement bien joué. Chapeau. Moi, Alalou, c'est un personnage que j'aime beaucoup parce que c'est un homme qui s'écroule, mais qui a tellement d'amour pour ses gamins et surtout pour sa fille, qui a eu un destin très particulier, plutôt violent. Qu'on va pas spoiler. Voilà, il faut voir le film. Et qui pourtant est dans la vie, en fait, et il n'a pas envie de la couper dans son élan de vie, mais en même temps, il est traumatisé par ce qui s'est passé, parce qu'il a vécu. Et donc, Alalou, je savais que sa relation avec Smati était très très forte. Aziz Smati, réalisateur à Alger Chaîne 3, très très grand monsieur, qui a fini handicapé à cause d'une balle de terroriste. Voilà. Et je voulais rendre hommage à ces gens-là, en fait. Parce que ces gens-là ont lutté. Ils ont tous lutté. On a tendance à oublier que la presse algérienne a été décimée à une époque, et même la télévision algérienne, il y a eu beaucoup de journalistes qui ont été tués. Plus d'une centaine, oui. Des rédactions entières il y a une rédaction entière qui a explosé dans un attentat, je pense. La maison de la presse. Ça a été terrible, c'est-à-dire qu'à un moment donné, au-delà de la corporation qu'est la presse, à qui j'avais envie de rendre hommage, j'avais envie de rendre hommage à toutes les victimes de ces années-là, parce que les oublier, c'est les tuer une deuxième fois. Et je vois aujourd'hui une génération entière qui n'a pas connaissance et qui prend pas la mesure de ce qui s'est passé. Attention, l'intégrisme, c'est violent. C'est très violent. Ça nous a menés dans un conflit interne et c'est très dangereux. Et donc, du coup, c'était aussi ça le propos du film, quelque part. Tu as fait d'ailleurs, puisque tu parles de la jeune génération, tu as fait jouer beaucoup d'acteurs amateurs.
notamment, enfin amateur, notamment Brahim du groupe Génoxy, qui a eu un succès monstre dans son rôle de tatoueur. Alors, il n'y a pas que Brahim, il y a Slimane, il y a Hamid, il y a Sami Gouga, mais des acteurs non professionnels qui n'ont jamais joué de leur vie. Il y a Hamid, Slimane, Brahim, Zino, Hajar Ben Mansour. Et en fait, ouais... Ah, Hajar n'avait jamais joué? Non. Elle est chercheuse. D'accord. Elle est dans les énergies renouvelables. Elle fait de la recherche. C'est une chercheuse, une scientifique. Non, il y a plein et donc, du coup, les gens qui me disaient, tu donnes une image négative, c'est des jeunes... Et c'est là où c'est la force du positif, enfin l'aspect le plus positif du film. Je dis, c'est des jeunes qui prennent la parole dans leurs espaces, ils s'inventent leur propre liberté, et la prise de la parole, c'est s'élever en fait quelque part, c'est élever une pensée, c'est en tout cas donner du sens, réfléchir, et du coup je trouvais que c'était hyper positif comme image. Et au-delà de ça, la façon dont on a fabriqué le film, c'est-à-dire que j'ai fait le choix d'un casting sauvage avec Karine Bouchama. À Alger, on a vu 500 personnes. 500. Bah après moi, je les ai pas tous vus les 500 personnes. Karine a vu 500 personnes avec Fahim, et elle m'a fait une grande sélection, et puis après on les a vus. Et après dans l'autre sélection, on a encore et je me disais, mais c'est incroyable les talents qu'il y a en Algérie. Et à l'international, quand le film est sorti le première mondial à la Mostra de Venise, les gens étaient impressionnés par la vitalité culturelle qui existe en Algérie, finalement, en un film. Je disais, quand je leur expliquais que c'était le résultat d'un casting sauvage avec des acteurs qui n'ont pas joué de leur vie, qui sont devenus acteurs par le film, les gens étaient, surtout la performance évidemment de Brahim qui est remarquable. La mémoire du jeu, c'est quelque chose de complexe. Dans un plateau, on peut être très à l'aise, mais à un moment donné, il faut avoir la mémoire de l'émotion, parce qu'on la prise, on la refait parfois, et on est obligé de la refaire pour que l'autre puisse faire sa prise. Parfois, même quand la caméra n'est pas sur l'acteur, elle est sur un autre acteur, et l'autre acteur, qu'on ne filme pas, on lui demande de jouer quand même, pour que l'autre puisse interagir et avoir du jeu, quoi. Et ça peut épuiser. Et j'ai vu que ces jeunes avaient une générosité. Parce qu'il y a des acteurs, parfois, quand ils donnent la réplique et que la caméra n'est pas sur eux, ils jouent plus. Ils sont éteints pour s'économiser. Et eux non, ils s'économisaient pas, ils continuaient, même si la caméra n'était pas sur eux. Et j'ai trouvé ça extraordinaire. Et franchement, en soi, c'est positif. C'est une manière de dire l'Algérie est capable de fabriquer des choses. Et au-delà de ça, j'ai envie de dire aux gens, vous savez, j'ai eu la mairie d'Alger, j'ai eu des institutions publiques sur mon film. Et j'en suis très 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 fière de me dire que ce film est une fabrication qui a été possible parce qu'on avait eu le soutien de la mairie d'Alger, qui nous a donné de la logistique. C'est extraordinaire. Après, on a trimé. C'est vrai on a dû poireauter pratiquement 2 semaines tous les jours au bureau, mais à la fin, ils ont accepté de nous voir et ils nous ont mis à disposition ce que nous avons demandé. Et donc, du coup, je me dis, il y a de l'espoir. Aujourd'hui, le fait que le film soit dans le circuit des cinémathèques. Dans le circuit, moi, j'ai insisté. Je voulais absolument que le film soit dans le circuit de la cinémathèque pour renouer avec ces espaces-là, pour que ces espaces-là redeviennent nos espaces et je pense que même les gens qui travaillent à la cinémathèque, le fait de voir qu'un public restait jusqu'à 22h pour un débat, ça a apporté quelque chose de joyeux. Moi, j'ai discuté vite fait avec le projectionniste. Je lui dis, alors ce soir, il y a eu du monde. Il me dit, purée, on n'a jamais vu ça. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu ça. Et il était content, en fait. C'est beau. Et en plus, le fait de se retrouver dans la rue à Alger le soir à discuter, ça dédramatise la ville et ça donne un aspect positif. C'est là, à un moment donné, faut sortir de cette vision primaire, un personnage négatif donne une image négative. Un film, c'est un ensemble. Et c'est un ensemble dans le film et après le film. Sophia Djama, merci beaucoup. Un dernier mot ? Aimer la culture, c'est s'aimer soi et c'est se donner une conscience, en fait. La culture et le cinéma, c'est une conscience collective, en fait. Et il est très, très urgent d'en prendre la mesure. Moi, j'ai envie de travailler avec les enfants sur la question de l'éducation à l'image. Là, avec un copain musicien qui s'appelle Sofiane Saïdi, on est en train de réfléchir à un ciné-concert. Lui, il est de Sidi Bel Abbès et comme je vais à la cinémathèque de Sidi Bel Abbès. Ça serait bien de faire les deux en même temps. On va essayer d'initier ça, un ciné-concert. Et je suis très contente qu'il y ait des ciné-clubs, là où dans des lieux qu'on ne soupçonne pas, en fait. Donc, du coup,
Ouais, ce dernier mot-là, haut les cœurs et vive la culture. Aktisma, ami auditeur de Shazam. Aktisma. Applique maintenant. À demain.